Les éditions Goettner présentent L'écho des auteurs. Bonjour et bienvenue à l'écoute de l'émission qui donne la parole aux auteurs des éditions Goettner. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Frédéric Goettner, qui a dirigé la maison Goettner de 1982 à 1998. Neveu de Paul Goettner, le fondateur de la maison, il vit actuellement en Suisse, où il a la gentillesse de m'accueillir pour évoquer l'histoire de la maison Goettner. Alors Frédéric, bonjour. Bonjour. En quelques dates, je vous propose de retracer l'histoire de la maison Goettner. Tout d'abord, 1901, la fondation par Paul Goettner. Goettner a commencé à l'hôtel rue des Beaux-Arts. Il a créé son premier catalogue, ou disons sa première liste, sur une cheminée. Ce catalogue, il l'a envoyé à quelques bibliothèques, et c'est une bibliothèque américaine qui lui a pris l'intégralité. C'était le premier catalogue vendu. Ensuite, Goettner s'est installé rue de Bussy, sa première librairie, où il a commencé à faire des catalogues et à vendre des livres. Mais le catalogue, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quand même quelques-uns. Et avant l'orientalisme, les premiers catalogues que Goettner a fait, c'était de l'économie politique et de droit. Ensuite, il est parti rue Mazarine, où, avec un groupe qu'on appellerait maintenant copains, dont l'assyriologue Virolo, le père Schell, et surtout Anatole France, qui lui ont mis le pied à l'étrier. La première publication, qui était minuscule, était, je crois, du père Schell, et datée de 1902 ou 1903, quelque chose comme ça. J'en ai vu une seule fois, un exemplaire, mais il n'existe pas dans les archives. De la rue Bussy, il est parti rue Mazarine, où c'était un appartement en enfilade de 7 pièces, avec des tentures et tout un décor un peu visiblement magnifique, avec des livres qui existaient à ce moment-là, où il avait déjà connu sa femme, Vali Valborga Seidel, qu'il a connue sur les bancs de l'école de langue, où Goettner faisait de l'arabe, du chinois et du russe. En 1910, Paul Goettner prend la nationalité française. Voilà. Il rencontre au cours d'arabe de l'École nationale des langues orientales vivantes Walburga Hortzeild, une jeune femme originaire de Prague qui l'assiste dans ses travaux et devient son épouse. Et apporte à ce moment-là les fonds nécessaires pour démarrer une véritable librairie et démarrer l'édition. En 1911, le déménagement au 13 de la rue Jacob. 13 rue Jacob, oui. Ou plus tard, il y avait aussi une succursale de Goettner au 21 rue Jacob, où c'était son fils qui s'est mis à faire de l'édition. C'était à cet endroit-là, c'était plus ou moins séparé. À ce moment-là, les grandes éditions commençaient à se faire, les grands projets, Syria, et après Syria tout de suite, la bibliothèque archéologique et historique, qui était le pendant, sous forme de volume, et des collaborations qui se faisaient de plus en plus avec l'État, et surtout des auteurs qui étaient tous soit professeurs au Collège de France, ou la Sorbonne, ou ils étaient de l'Institut de l'ENEC plus ultra, de ce qui existe dans l'érudition française dans les sciences humaines, spécifiques à l'Orient. Petit à petit, Goettner a fait un peu de tout, c'est-à-dire de tout ce qui est relatif à l'Orient, et petit à petit une séparation s'est faite indirectement entre Maisonneuve, qui a gardé l'Asie du Sud-Est, l'Extrême-Orient, et Goettner, qui s'est beaucoup plus spécialisé dans l'archéologie, le Proche-Orient, l'islam noir, ou subsaharien, avec un peu d'africanisme. C'était un ensemble. Il y a eu même certaines publications sur l'Amérique, avec déchiffrement de l'écriture maya et certains livres classiques, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Oui, d'accord. En 1914, création de la bibliothèque de la résidence de Rabat, qui deviendra la Bibliothèque générale de Rabat. Alors que pouvez-vous nous dire sur ce passage ? Alors Goettner, en 1914, était français, puisqu'il avait reçu la nationalité en 1910. Donc il a été appelé, mais comme originaire d'Allemagne, on n'envoyait pas les originaires d'un pays en conflit. Donc Goettner a été incorporé dans les tirailleurs algériens en Afrique du Nord, et de là, il a été envoyé au Maroc, où il continuait à travailler pour Goettner, avec sous une lampe, pour arriver à aider, pour essayer de continuer la maison. C'est là où il a acquis pas mal de manuscrits qu'il a donnés après à des étudiants pour les traduire
enfin pour les publier et en faire des travaux scientifiques. Les vendre, bien sûr, ou certains les donner, ou vendre à des prix qui, à l'époque, étaient raisonnables par rapport au prix des manuscrits maintenant. Il y en avait beaucoup. D'ailleurs, moi-même, quand j'ai pris ma retraite, j'ai cédé tous les manuscrits qui me restaient. Je les ai cédés à l'école des langues. Pour vous donner un résumé, il y en avait une cinquantaine et j'ai demandé 8000 francs pour ça. Donc, ça correspondait à rien. Les manuscrits anciens et très anciens. Oui, des manuscrits très anciens, oui, d'accord. Inédits. Ouais. J'avais toujours un principe, j'étais un libraire, et pour que je ne donne pas une chose, je la vends. Si je la donne, elle va disparaître. Mais le prix a été vraiment symbolique. Et même des manuscrits rarissimes qui étaient sur la sexualité chez les Arabes. D'accord. Et un jour, Goettner a été approché par un officier qui le connaissait bien en tant que libraire et qui lui disait « Goettner, qu'est-ce que vous faites là? Vous pouvez pas rester là quand même. Et je vous prends sous ma coupe, je vais vous présenter au maréchal Lyautey. » Et bon, il a été présenté au maréchal de Lyautey et le maréchal lui a dit « Mais comment ça se fait, vous êtes deux soldats de 2e classe ?» Et Goettner, comme il était pas très bon soldat, il était de toutes les corvées, de balayage et de trucs, Goettner lui a répondu parce que la 3e n'existe pas. Hein. Et il lui a dit, vous allez me créer la bibliothèque, enfin vous allez mettre le fondement de la bibliothèque de Rabat, qui est devenue la bibliothèque générale. Pendant tout son temps qu'il était au Maroc, il a beaucoup fréquenté des gens qui deviendront après ses amis et qui étaient partis de la notoriété de l'époque. Et surtout, il s'est créé une amitié avec le Glaoui, le pacha de Marrakech. Amitié. Ou plus tard, d'ailleurs, à Villers-le-Bel, dans la maison, il accueillait des enfants pour les aider. Goettner a donc fondé les livres, la bibliothèque, et il avait un principe de ne jamais commander un livre de chez lui, pour qu'on puisse pas le reprocher, jusqu'au jour où on s'en est aperçu et on lui a dit ça suffit comme ça, vous avez quand même publié pas mal de choses sur le Maroc. Donc Goettner a fini confortablement dans le livre jusqu'à sa libération après la guerre. Au début, dans les années 25-30, chez Goettner, c'était aussi c'était un rendez-vous. C'était un rendez-vous de chercheurs, c'était un rendez-vous de professeurs qui se donnaient facilement rendez-vous. Et ça, je l'ai encore connu beaucoup plus tard. On se donnait rendez-vous chez Goettner pour parler. D'accord. Pour parler, pour discuter, pour les avancées de leurs études. Les études, selon s'il y avait par exemple séance à l'académie, après l'académie on venait chez Goettner, ou à un cours de tel professeur, après pour passer par Goettner. Ce rendez-vous s'est assez perpétré assez longtemps, même avec moi, il venait, mais il continuait, mais beaucoup sans moi, parce que moi, j'avais pas le temps tellement à leur accorder et je restais dans mes bureaux, tandis que ils discutaient en bas à la librairie. Ou par exemple, quand des auteurs étrangers venaient, l'instant, on se rencontre chez Goettner. Virelot, Pelliot, Gerfagnon, Gabriel Ferrand aussi. Ségalen aussi, peut-être? Et Ségalen, oui. C'est-à-dire, leurs travaux ont marqué l'époque, en fait. Erlanger, la musique arabe, voilà, qui était extrêmement important. Erlanger, c'était une tentative de typologie de la musique arabe de A à Z. De A à Z, une anthologie quelque part. Baron d'Erlanger. D'accord, donc c'est en ça que ça a été marquant. Ça a été marquant, puis après Erlanger sont arrivés les Massignons, oui. Qui étaient quand même un des plus grands. En 1926, la Revue du Monde Musulman s'est arrêtée. Sa dernière publication est reprise par Massignon sous le titre « La Revue des études islamiques ». Oui. Parce que le repreneur, les presses universitaires de France, repreneur de Leroux, des éditions de Leroux, n'a pas voulu céder le titre. D'accord, donc Goettner avec Louis Massignon... Avec Massignon, on fait la Revue des études islamiques, qui était devenue une revue extrêmement intéressante, et qui était la meilleure, plus ou moins. Ensuite, il y a eu d'autres revues ailleurs, chez Maisonneuve-Larousse, Studia Islamica, mais qui étaient beaucoup plus... dans du droit, dans des choses comme ça. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de Victor Ségalen et de son expédition en Chine? Ça aussi, c'était, j'imagine, marquant à l'époque. C'était très marquant. Victor Ségalen était devenu un ami de Goettner, mais je ne connais pas beaucoup de détails sur Victor Ségalen. Je sais qu'ils étaient amis, qu'ils se voyaient régulièrement. Et Fraser?
Alors Fraser, je crois qu'il avait connu donc Goettner et travaillé dans la librairie chez Wesley à Londres, où il était resté 7 ans. Quand Fraser a publié Le Rameau d'or, il est venu voir Goettner, il a pensé à Goettner pour le publier ici, ce que Goettner a fait tout de suite. C'était quand même 12 volumes, et Le Rameau d'or, le condensé, était un volume. Et Fraser, il paraît que c'était un petit bonhomme, qui venait avec sa femme, Lady Fraser, et elle faisait asseoir à Fraser dans une chaise, dans un fauteuil, et il disait « Vous bougez pas. Sir James, vous bougez pas. » Et c'est elle qui discutait de tous les contrats, etc., le truc. Et il paraît que Goettner, quand il avait fini ça, Lady Fraser allait bavarder avec la femme de Goettner, et lui, enfin, il pouvait avoir une conversation avec Fraser. Une fois les contrats mis au clair. Une fois les contrats mis au clair, où il pouvait discuter. Alors, il paraît, il y en a 2 avec lesquels il discutait pendant des heures et des heures. Et, quand Fraser était là, quand il arrivait, et surtout avec Paul Pelliot. C'était un homme assez extraordinaire. Pelliot connaissait énormément de choses historiquement, qui a plus ou moins été un des sauveurs de 55 jours de Pékin, parce que quand il parlait chinois, il est monté sur les remparts et il a harangué la foule en chinois. Paul Pelliot passait toutes les semaines et ils discutaient 4 heures ensemble, enfermés, toujours sur des courses, des scientifiques, la recherche. Goettner était une encyclopédie vivante. Tout à fait, oui. Il parlait 7 langues. Oui. Et Georges Mondange, qui n'a jamais parlé d'autre langue que ça, que le français, mais il se débrouillait pour les fiches en allemand et en anglais, essayait de l'imiter son érudition, mais lui c'était de l'érudition plutôt du vapotage, c'est-à-dire les histoires croustillantes qui pouvaient se passer autour de l'édition. Il avait une mémoire fantastique, et chez Goettner, quand j'étais petit, enfin quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à travailler, les gens venaient voir, pas forcément pour acheter, mais pour parler avec Georges Mondange et raconter les auteurs, par exemple comme Henri Seyrig. Alors là, vous parlez de la librairie, à ce moment-là, Non, mais c'était la maison, c'était un ensemble, la librairie, dans le temps, que ça soit Maisonneuve, que ça soit Picard, que ça soit Goettner, que ça soit Vrin, c'était des libraires éditeurs. Oui. Et ils étaient libraires, et ils étaient éditeurs, et en accessite, ils étaient diffuseurs. Ils étaient tous. Ouais. Enfin. Tandis que maintenant, vous avez un éditeur. C'est tout. Vous n'avez plus de libraire. Où les libraires sont spécialisés, ils ne font que de la librairie. Oui, enfin, maintenant, il n'y a plus de libraires. La plupart du temps, il n'y a que des antiquaires, si vous voulez, pour le beau livre. D'ailleurs, c'est un peu triste quand vous voyez peut-être encore un peu sur les quais, et encore... Bon, j'ai vu une émission l'autre jour, que sur les quais, les boîtes, il paraît qu'ils arrivent difficilement au SMIC. Ouais. Pour vivre. Dès que quelqu'un achète quelque chose qui est bon, alors il va se débrouiller pour le vendre tout de suite parce qu'il faut qu'il ait de l'argent, que l'argent circule. Ouais. Et après, ce qui reste plus ou moins, vous les trouvez dans les brocantes, vous les trouvez dans des cartons, mais le beau livre, vous n'en trouvez jamais. Vous n'avez plus jamais l'occasion de chiner et de faire un livre. Au même titre que moi, quand on était en Bourgogne, il y avait des marchés. Bon. Quand j'y allais, je trouvais jamais rien, même s'il y avait des trucs intéressants. Parce que les marchands, ils étaient là à 3h30 du matin, en train d'attendre le déballage pour ramasser tout ce qui était bon, et le reste, il n'y avait plus rien. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de Georges Hort Goettner, pour situer ça... Oui, alors Georges Goettner était le fils adoptif de Paul Goettner, c'était le fils de son épouse, qu'il a adopté et qui s'est intéressé à l'édition. Il a fait un doctorat en égyptologie. C'est la grammaire démotique qui a été publiée chez Goettner et qui est restée encore maintenant plus ou moins entre guillemets d'actualité, plus tellement maintenant, mais moi j'ai encore connu, on l'a recherché, et qu'il a publié, et puis il s'est intéressé à l'édition, et lui c'était l'éditeur, et comment dirais-je, il avait un côté très mondain, et par sa mondanité, et que les gens connaissaient Paul Goettner, il a
créer une espèce d'aura autour de la maison avec, qu'on appellerait maintenant du bling-bling ou n'importe quoi. Hein. Bon, il était un peu flambeur, hein, D'accord. mais flambeur dans le bon sens. Non, mais du coup, il a fait connaître la maison. Il a fait connaître la au-delà d'un maison cercle. parce qu'il faisait tous les... bon, il avait une femme qui était très belle, il faisait toutes les réceptions, tous les trucs mondains, tous les trucs d'académie, tout le machin. Goettner était partout. D'accord, Ah. entendu. Et à ce moment-là, Paul Goettner, lui, il travaillait Paul plus sur le Goettner, côté librairie. Paul Goettner, il était enfermé dans son bureau, hein, et il mangeait, à midi, il mangeait une banane et une tasse de chocolat, et il bougeait pas de son bureau. Jusqu'au soir, où il repartait, à Villers-le-Bel. D'accord. Alors, on lui amenait la voiture, prenait la voiture, on lui chargeait ce qu'il avait à amener, il arrivait à Villers-le-Bel, c'était une très belle maison, hein, avec un parc d'un hectare, c'était assez superbe. Et là-bas, on lui déchargeait la voiture, on lui préparait la voiture avec les stocks pour le lendemain qu'il ramenait. Un travailleur infatigable. Un travailleur infatigable, samedi, dimanche, il avait dans sa maison un très beau bureau où il faisait des fiches, D'accord. travaillait de recherche, où il décidait de monter un livre selon les valeurs scientifiques, selon les difficultés. À un moment, c'était connu que c'est Goettner qui faisait les prix. Les prix littéraires, les prix... Non, les prix du livre. livre. Le prix du livre. C'est une espèce de cote. Par exemple, les premières missions en Chine, c'est lui qui a décidé ça valait quelque chose ou non. Et à ce moment-là, il mettait un prix, ça se vendait ou non, mais une fois qu'on disait, tiens, Goettner l'a mis, les autres l'imitaient et c'est devenu le prix. Et il travaillait du matin au soir. Et donc son fils adoptif, lui, faisait, comment dire, comme vous... Son fils adoptif, il travaillait... les éditions. Il travaillait les éditions et bon... Les modalités, il habitait rue Stanislas, à côté de la rue Vavin. Alors du coup, je voudrais revenir sur la date de 1934, l'installation au 12 rue Vavin. Alors, le 13 rue Jacob, il y avait un renouvellement de bail. C'était assez important, hein. Ils avaient 2 étages, toute la cour. Il y avait un renouvellement de bail et il y avait le 13 et le 15 rue Jacob, je crois, le 11. Au-dessus de la porte cochère, il y a une tête. Il y a une tête féminine et l'autre, il y a une tête masculine. C'était le frère et la sœur qui possédaient, donc c'était les locaux. D'accord. Ça datait du 18e, hein. Ils ont possédé ces locaux et il y avait le renouvellement de bail. Et Goettner a envoyé un de ses employés, enfin un cadre de chez Goettner, il a envoyé pour traiter le bail. Et ça, le propriétaire, ça l'a rendu fou. Et il a dit, si vous m'avez pas envoyé votre sous-fifre, je vous aurais renouvelé le bail sans aucun problème, mais là, il n'en est pas question. Et Goettner est obligé donc de quitter le 13 rue Jacob, et c'est son fils qui a trouvé le 12 rue Vavin, dans la cour, où les locaux étaient quand même assez importants, sur 2 étages. Ah, il y avait le 14 de la rue Vavin aussi. Ah oui. On avait les 2, hein. D'accord. C'était assez grand. C'était les anciens ateliers de Diadermine. Vous savez, la crème. Ah oui. La crème Diadermine qui était très connue. Je sais pas si ça existe encore, mais enfin, Oui, il y a c'est une vrai que époque, le nom est c'était comme Nivea, c'était extrêmement connu. C'est quand même des locaux grands, quoi, avec les... Il y avait 350 mètres carrés. Ouais. Je me rappelle des belles bibliothèques 19e Oui. à l'époque, donc, et puis ça a duré encore longtemps. C'était une maison d'édition et une librairie. C'était une maison d'édition et librairie. Les éditions étaient au premier, là. Ouais. Et il paraît que rue Jacob, c'était beaucoup plus grand. Ah oui, ok. Donc, on va renchaîner sur le fil chronologique. Donc, en 1940, la mort soudaine de George Hort Goettner, Oui. et du coup, la reprise des éditions par Paul jusqu'à sa mort en 1949. Est-ce que vous avez peut-être des choses à dire sur cette période-là, qui devait certainement être compliquée avec la guerre et... Avec la guerre, c'était compliqué. Bon, la guerre, quand les Allemands sont arrivés ici, ils ont arrêté Paul Goettner. Ah oui. Ils l'ont arrêté comme présumé juif. Ah. Qu'il n'était pas. Mm-hmm. C'était le fils de vieux protestants de Leipzig. Mm-hmm. Mais vous savez, dans les noms allemands, souvent, c'est comme tous les Mayer en France sont juifs. En allemand, c'est que chaque deuxième charcutier s'appelle Mayer. Il a été arrêté et relâché après. Bon, pendant la guerre, à Villers-le-Bel, c'est ce qu'on m'a dit, hein, mais ça je le crois, ma mère m'a dit, bon, Goettner, il était obligé, il avait de la famille allemande, qui étaient tous dans l'armée et qui venaient les voir, des officiers, ils pouvaient difficilement les foutre dehors. Mais dans une petite ville, c'était très mal vu, hein.
Donc à la fin de la guerre, Goettner a été arrêté comme collaborateur, hein, Ouais. ce qui n'a jamais été. Mhm. Et il a été donc à Drancy à l'époque, et il avait attrapé une pneumonie là-bas, et il a été relâché après grâce à il y avait deux grands avocats, Raphaël et un qui était connu, qui avait défendu, je crois Pétain, je ne me souviens plus des noms, qui l'ont fait sortir. Et c'est surtout le secrétaire perpétuel de l'Académie, René Dussault, qui a insisté, tout le monde a insisté pour qu'il sorte en disant que c'est pas vrai, que c'est pas un collaborateur, mais bon, Goettner, la politique, c'était au-dessus de ça. Mhm. Hein. Et en plus de ça, il était président des anciens combattants à Villiers-les-Belles. Ouais. Enfin, comme disait ma mère, comme il faisait le plus gros chèque, c'était facile. Oui, en rapport avec son expérience au Maroc. Maroc, etc. Voilà. Voilà. Donc après, Goettner est rentré, mais Drancy l'a achevé. Ouais. Au point de vue santé, non soigné, Mhm. petit à petit, il a dégringolé, parce que... Oui, Et il est mort en 49. Mhm. En 40. Oui, puis les années après-guerre n'étaient pas forcément Elle n'était beaucoup pas plus simples que les années de la Non, non. guerre. Il y avait toujours des pénuries pendant un certain temps. Alors on peut dire aussi que la mère de Hort Goettner, Hort Goettner est mort en 40 et elle est morte en 41 ou 42, Valérie Goettner. Oui. Et il a épousé Anne Pélican, qui était sa collaboratrice la plus ancienne, qui est devenue à l'âge de 14 ans ici en France, et que c'est elle qui travaillait avec Valérie Goettner quand il était au Maroc. Et donc c'est elle qui est venue me chercher. Oui. Et quand Oui, je oui. suis né, c'est elle qui s'est occupée de moi. Ma mère génitrice, je l'ai pratiquement jamais vue. Hein. Mhm. Et c'est elle qui s'est occupée jusqu'à l'âge de 3 ans, où ma tante, pendant la guerre, m'a envoyé et retourné vivre en 43 à Prague, où je suis resté jusqu'en 49. Mais j'y étais en tant que Français. J'avais une carte d'identité française, c'est comme ça que je pu partir sans problème. Ouais. Sans problème, parce que les communistes étaient arrivés à l'époque. Hein. Ah oui. Et- Alors, ma mère, elle a épousé Paul Goettner en 44, je crois. Ouais. 45, quelque chose comme ça. Enfin bon, ça c'est... Je sais pas Oui. si c'est la peine de le mettre. mais Bah, enfin, ça fait le lien entre... Ça fait le lien, entre si vous et voulez, dans la Goettner. continuité de Goettner. Hein. Ouais, ouais. Et du fait que vous ayez hérité du nom et Du fait que j'ai hérité des noms. que vous étiez un Goettner à la tête de Goettner. Voilà. Mhm. Tout à fait. Alors, du coup, en 49, c'est la mort de Paul Goettner. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'activité de Goettner entre 49 et le moment où vous avez repris? Oui, après la mort de Paul Goettner, la maison possédée, et sous la direction au départ de Georges Mondange et après de ma mère, et avec Georges Mondange, Goettner avait un stock énorme, ce qui lui permettait de vivre et de continuer l'activité de la maison, pendant qui était quand même un temps relativement grand, puisque jusqu'à ce que je reprenne en 1968 les éditions, mais à l'époque, au point de vue librairie, on achetait énormément. Il y a beaucoup d'auteurs qui étaient morts et tous les orientalistes contenant toutes les bibliothèques nous étaient recédés. Donc, si vous voulez, il y avait des catalogues et ça marchait très bien. Entre les années 50 et 68, l'activité éditoriale était quasiment nulle, à part quelques réimpressions et quelques auteurs qui voulaient absolument être publiés et que ma mère n'a jamais refusé. Mais il n'y avait pas une recherche, il n'y avait pas ou si quelqu'un venait avec un bouquin, elle disait non, on peut rien faire pas avant 2 ans. Ouais, c'était le système habituel. Hein. Mais c'est tout, sauf les revues. Hein. Mais il y avait des livres qui étaient réimprimés régulièrement. Oui. Hein. Et c'est moi qui ai commencé à réimprimer certains grands titres. Quel a été votre parcours au sein de la maison Goettner? Comment avez-vous commencé à travailler pour la maison? Quand j'ai commencé la librairie, il y avait 10 personnes. 10 personnes avec une organisation où on n'éditait pas beaucoup. Et j'avais une tante qui publiait les périodiques. Il y avait 3 périodiques à l'époque. La Revue des études islamiques, Syria, le Journal des savants, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et l'ethnographie et 1 ou 2 petites revues plus ou moins confidentielles. J'ai développé Goettner, moi, surtout avec des gros achats que j'avais faits dans des librairies, des achats d'État, des livres, et où j'ai fait pas mal d'énormes affaires, et dans des bibliothèques, et en travaillant surtout
avec des boîtes qui recherchaient des périodiques que je pouvais réunir et la maison marchait bien. Et ensuite, bon, c'était l'édition. Mais j'ai suivi un parcours qu'on se plaît à dire autodidacte, plus ou moins, c'est-à-dire j'ai commencé par faire des fiches du livre ancien. J'en ai fait toujours, mais pendant 10 ans, je ne faisais que ça. Et j'ai collaboré au catalogue de la librairie qu'on appelait les éphémérides, qui paraissaient au début, quand Goettner a commencé, une fois par mois, et quand c'était arrivé à moi, une fois par trimestre, et puis pour devenir une fois tous les 6 mois, avant de devenir une fois par an. Que pouvez-vous dire du groupe des 10 et de la collaboration avec les éditeurs Vrin et Picard, entre autres? J'ai commencé à travailler comme tous les jeunes de mon âge, ils devaient prendre la relève des parents. Donc pour moi, c'était la librairie, comme mes confrères, que ça soit Maisonneuve, Picard ou Vrin. Donc, si nous nous prenons tous ensemble, et le parcours de nos études, qui en général était niveau bac, et ensuite l'apprentissage selon la tradition, l'apprentissage où on était d'abord débutant, ensuite apprenti, et ensuite compagnon, et plus si on reprenait la maison des parents. Ce qui s'est fait jusqu'à ma génération à moi, et ce qui s'est arrêté maintenant, car le groupe de 10 dont je faisais partie, c'est-à-dire ce qu'on appelait le groupe d'érudition au syndicat des éditeurs, il n'y a pas un enfant qui a repris dans les maisons. Il y a un truc que je vais vous dire, si vous voulez le prendre ou non, ça vous verrez. Dans le groupe des 10, Oui. dans le livre d'érudition, on ne faisait jamais on ne faisait pratiquement jamais des couvertures de décoration. Oui. C'était des couvertures grises, avec le titre, grise ou grise claire ou un peu verdâtre. Ouais. On avait tous le même style d'auteur, le même titre. Vous mettiez un bouquin à 50 mètres, vous alignez des 10 maisons, les bouquins, la même couverture, le même style, et j'étais capable de vous dire, ça c'est Picard, ça c'est c'est vrai. D'accord. C'était un côté visuel, Ouais. hein. Ça c'est Maisonneuve, ça c'est sans lire le titre, hein, je vous parle uniquement à 50 mètres. Il y avait toujours le titre de collection au-dessus, le machin, la maison en dessous et tout. Mais on pouvait reconnaître la maison. Et je pouvais reconnaître la maison. Donc chacun avait son style, même aussi minime soit-il, chacun avait son style. Mm. Bon, ça c'est une anecdote. Hein, Oui, mais c'est sympa. En 68, à l'âge de 29 ans, j'ai repris la direction des éditions Goettner, où j'ai essayé de développer petit à petit ce qui se faisait dans le passé. Je m'étais intéressé d'abord à une reprise des titres Goettner. Je reprenais les anciens titres et je demandais à un professeur ou le spécialiste de faire une introduction sous forme d'une mise à jour. J'ai fait aussi, donc il y avait par exemple les éditions Lafon ont repris les Fraser, les Rameaux d'Or, un très beau travail de plus de 250 pages pour une mise en jour. J'ai repris d'autres titres sur l'islam ou ailleurs, où j'avais des petites introductions. J'ai essayé aussi de faire des éditions sur le symbolisme. Enfin, j'ai essayé de petit à petit de transformer le Goettner d'érudition en Goettner un peu commercial, c'est-à-dire où il n'y avait pas tout le temps la bataille d'arriver à payer des factures et de pouvoir respecter certains temps. Quand je regarde mes catalogues que Madame Prince a dû mettre sur Internet, il y a pas mal de titres où on voit qu'il y a eu quand même ce changement. Et puis vous avez édité la collection Les Goettner que vous avez lancée. Alors aussi. Les Goettner, c'est moi qui l'ai lancé celle-là. Alors c'était quelqu'un qui était dans le cinéma avec qui je parlais et qui m'a dit que je voulais faire une collection et moi, j'ai dit, je pensais les Goettner. Alors lui, il s'était fâché avec moi parce qu'il disait pas les Goettner, vous mettez Goettner tout court, collection Goettner. J'ai dit non, c'est trop prétentieux, c'est pas... Ça veut dire que c'est moi, je veux les Goettner, on a fait les Goettner, j'ai fait quand même une vingtaine de titres. Ça a drôlement bien démarré, ça, les Goettner. Hein. À des petits tirages, c'était bon. Et où j'ai commencé à faire des petites couvertures, un peu dans un style plus plaisant que dans le temps. J'ai pris beaucoup de bonheur à être éditeur et dans une évolution qui me plaisait, parce que petit à petit, j'arrivais à créer mon idée et à essayer de
éditer des livres qui étaient ce qu'on appelait d'érudition, mais érudition grand public, c'est-à-dire des histoires de civilisation, ou parties de civilisation, ou histoires de pays, ou parties de pays, ou même de la linguistique, ou des grammaires, au grand déplaisir de ma mère qui aurait préféré que je reste un libraire uniquement, et mon intérêt était plus dans le domaine un peu plus créatif, l'édition, le contact des gens, découverte de certains écrits, de certains auteurs, et avoir une collaboration avec certains auteurs qui n'a pas toujours existé. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que dans les années 70-80, il y avait une espèce de jalousie et une espèce de, je ne vais pas dire haine, mais pas très loin, entre l'auteur et l'éditeur. L'auteur parce que l'éditeur mettait trop longtemps à publier le livre, et l'éditeur parce qu'il y avait très souvent une collaboration qui se faisait extrêmement difficilement, soit parce que les auteurs faisaient trop de corrections, on n'en était pas arrivé à la technique actuelle où quand un éditeur reçoit un manuscrit, c'est un manuscrit prêt à publier, il y a juste une mise en page à faire et c'est l'ordinateur qui l'a fait. À notre époque, ça se faisait à la main et très souvent avec une paire de ciseaux. C'était dans les années 80, l'édition devenait de plus en plus difficile pour les revues. Petit à petit, on envisageait, sans l'envisager, plus ou moins d'abandon parce qu'on n'arrivait pas à suivre dans l'édition. On n'arrivait pas à suivre pour deux raisons. D'abord, au point de vue de l'archéologie, ça devenait de plus en plus cher de faire des livres. Il y avait moins en moins d'imprimeurs capables de le faire et il y avait la transition sur l'informatique. Et la transition de l'informatique, elle se fait quand même pour beaucoup de gens un petit peu sur le tas. Et quand on s'adressait à quelqu'un, on ne savait jamais ce qui allait sortir. Et très souvent, quand je donnais un livre à quelqu'un qui, pour le taper ou pour l'imprimer, enfin pour le composer, on arrivait très vite à un abandon parce qu'il y avait quand même une incompétence qui était très souvent difficile à dire à quelqu'un, mais il y avait une incompétence et la plupart du temps, les gens travaillaient autant et ça revenait extrêmement cher et c'était les prix prévus dans l'édition n'étaient jamais tenus. Dans les années 90, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez dû faire face en tant qu'éditeur? Dans les années 90, il y a eu la fin de Gürtner, qui était plus ou moins pour regrammer, et d'une certaine façon, j'en étais heureux. Mes confrères m'ont voulu que j'ai abandonné si vite, mais finalement, je m'en suis mieux sorti que les autres, parce que Gürtner a pu continuer sous le nom de Gürtner, avec un groupe qui a mis les fonds pour le départ, et Mira a repris, je suis resté avec elle, encore 2 ans, pour l'aider, donner quand même certains tuyaux, ou de faire un passage dans la connaissance avec les auteurs, ou d'expliquer le parcours des auteurs, et surtout le parcours des auteurs dans le cadre de Gürtner. C'est une sorte de passage de relais, en fait. C'était une sorte de passage de relais. Tout à fait. C'était une sorte de passage de relais. J'ai un plaisir immense à voir toute la production de ce qu'elle fait, de ce qui est dans l'esprit actuel, et surtout Mira Prince, qui est devenu un éditeur de premier ordre, et qui continue et qui fait des livres de qualité, même si pour moi la qualité d'un livre c'était plus ou moins d'en faire 100, et d'en trouver 101 l'année prochaine dans son catalogue. C'est-à-dire, j'ai toujours dit à mes auteurs, le rêve de ma vie, ça serait publier un volume à un exemplaire et ne jamais le vendre. Effectivement, un rêve d'éditeur. Voilà. Quel regard portez-vous sur l'évolution du monde de l'érudition? L'évolution du monde d'érudition, il y aura un résultat de l'érudition, c'est-à-dire ce résultat, ça sera une compilation du savoir, c'est-à-dire ce que dans le temps on appelait l'encyclopédie universelle. Et avant l'encyclopédie universelle, il y avait un outil de travail qui était le plus extraordinaire dans notre domaine, c'était la collection Que sais-je des presses universitaires de France. Vous aviez tout en quelques mots. Et maintenant, l'encyclopédie universelle, ou Que sais-je, ou le reste, ça sera uniquement en ligne. Donc mon regard sur le futur de l'édition d'érudition, comme dirait ma femme, il sera négatif,
J'ai toujours été négatif parce que je pense que quelque part, le monde d'érudition, dans le sens qu'il a existé, où il y avait son intérêt, et où il avait une noblesse, est complètement terminé. Le monde d'érudition deviendra un monde technique, uniquement technique, avec des écrits qui continueront, mais qui seront, pour être mis en ligne, dont les confrères, les chercheurs pourront disposer, mais je pense que ces livres-là ne se feront plus sur papier. Alors il y aurait peut-être une chose qui pourrait être intéressante, si j'étais encore éditeur, ces livres mis en ligne, trouver un moyen pour certaines choses pour des articles, par exemple, ou certains sujets, de les tirer sous forme de condensé sur papier et de le proposer. Un libraire pourrait faire ça. Mais je pense que c'est aussi du domaine du rêve, parce que ça coûterait très cher, et surtout il y aura un manque de temps extraordinaire à réaliser ça. Mais c'est une chose plus ou moins qu'on faisait. C'est-à-dire, quand on faisait une revue, dans le temps, quand on publiait une revue, la spécialité de Goettner, c'était de faire des tirages complémentaires des articles et de les vendre séparément, sous couverture imprimée, c'est-à-dire celui qui s'intéressait uniquement au sujet d'un article pouvait se le tirer comme maintenant les gens le font en ligne. Et il pouvait, à moindre coût, se procurer l'article et venir le chercher chez Goettner. Il avait une revue, et quand il voyait que c'est Goettner, il savait qu'il pouvait se procurer tel article séparément, sans aucun problème, parce qu'ils étaient tous mis en tirage à part, ce qu'on appelait en tirage à part. Si vous pensez que je regrette le monde de l'édition, de mon métier, je vous dirais oui et non. Oui, parce que il y avait quand même une adrénaline intellectuelle qui était énorme, avec des pulsions de joie de pouvoir faire ce livre ou traiter de ce sujet, parce que quelque part, je savais que le sujet a été traité ou non. Et non, parce que je crois que à un certain moment, quand il y a un espèce de contexte et quand il y a eu des difficultés telles que j'ai connues, je pense que je n'aurais plus jamais eu les joies que j'aurais pu avoir dans l'édition. C'était fini. Parce que de faire ce que j'ai fait, je fais quand même, je veux pas me vanter, mais je fais beaucoup de choses. J'ai aidé énormément des gens, j'ai aidé des jeunes qui m'ont... Très souvent, j'ai été alors balayé après que je ne comprenais pas pourquoi. J'ai aidé des jeunes qui étaient sans le savoir, mais qui étaient des anards, que j'ai protégés. Et reprendre ou autre chose, non. Je me suis mis dans les tableaux, je me suis mis dans le truc, un peu l'histoire de l'art, trucs comme ça qui me font beaucoup plus plaisir. Et je voudrais terminer sur que pouvez-vous nous dire de la personnalité de Paul Goettner? Parce que nous connaissons peu l'homme, finalement, derrière l'œuvre qu'il a laissée. Donc si vous avez peut-être des éléments de sa vie, alors, des Paul anecdotes... Goettner, je l'ai vu 2 fois dans ma vie. Quand il venait à Prague avec ma mère, qui n'était pas encore ma mère, je l'ai vu 2 fois. Donc j'avais 8 ans et 9 ans. Bon, pour un petit garçon, c'était bonjour tonton, mais c'était un monsieur assez renfermé, à Villiers-le-Bel. Il vivait dans son bureau, ou dans le jardin, à un endroit où il y avait une pergola, où il se mettait en été dans la pergola avec ses bouquins, ou ses fiches, où il recevait des gens, il parlait avec. Comme tout le monde, j'ai toujours entendu que c'était un immense travailleur. Il était heureux que dans ses bouquins, et il se levait à 5 heures du matin, et il prenait un café, et il travaillait. Faire des fiches, ou tout ce qu'il y avait à faire à ce moment-là. Il répondait très rarement au téléphone. Il travaillait en solitaire. Mais lui, il prenait les décisions. Quand il disait où on fait ou on fait pas. Et il recevait les auteurs, et il disait je publie, et très souvent il avait des difficultés à payer à un moment parce qu'il y en avait trop à la fois. Mais c'était sa vie. Bon. Il y a cette anecdote que m'a raconté Mira, peut-être que c'est vous qui lui avez raconté, mais
Il paraît que quand il sortait, il Ah oui, continuait à non, quand écrire. il sortait, alors bon, et il sortait toujours, aussi bien rue Jacob que rue Vavin. Rue Jacob, il allait toujours vers 4 heures de l'après-midi, et il avait toujours une grande écharpe, été-hiver. Ouais. C'était autour du cou. Chapeau blanche. Oui. Et puis un chapeau ou non, Mhm. puis il partait, il avait quelque chose, un livre sous le bras, ou un catalogue, ou quelque chose comme ça, et il allait prendre je ne sais pas quoi, si c'est une bière ou un café. Quand c'était rue Jacob, c'était au De Magot, et il payait jamais. Oui. Il n'avait jamais un sou. Il payait jamais, mais finalement, on le connaissait, on le laissait partir, et c'est ma mère qui allait payer, qui allait payer une fois par semaine. Elle avait pris un accord après, elle allait payer une fois par semaine les cafés. Et après, il le faisait à rue Vavin, où c'était au Select. Ah oui. Hein, Ah oui, où il faisait la même chose. Au Select, il payait jamais. Il n'avait pas d'argent. Quand on lui disait, je n'ai pas d'argent, je vous enverrai ma secrétaire. Bah écoutez, c'est pas mal, je trouve que ça peut faire un bon mot de la fin. Donc écoutez, merci Frédéric. Eh bien, merci. Merci beaucoup de m'avoir interviewé. Je suis content parce que il y a quelque chose peut-être qui restera de Göttner. Et je l'espère. Tout à fait. Merci Vincent. Merci à vous.